Aujourd'hui, on va traiter le cas SEG qui est tombé en 2009. Alors, je commence la lecture du sujet. L'article 73 de la loi Barnier du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement précise que le maire ou le président d'un syndicat de communes doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. La rédaction de ce rapport repose sur une parfaite connaissance du réseau de production d'eau potable. Donc là, c'est juste une introduction pour vous situer un peu l'action. Le captage et le traitement de l'eau sont des activités qui consistent à recueillir l'eau et à la traiter pour la rendre potable. Environ la moitié de l'eau distribuée par le SEG provient des eaux de surface, rivières, lacs, fleuves, prélevées par un simple pompage. L'autre moitié provient des eaux souterraines qui s'accumulent dans les réservoirs naturels. Il s'agit de cavités retenant l'eau entre deux couches géologiques imperméables. Le captage de ces eaux souterraines s'effectue par l'intermédiaire d'un forage pouvant atteindre 700 mètres de profondeur. Les eaux souterraines sont en général de meilleure qualité car elles sont davantage protégées de la pollution du fait de leur éloignement de la surface. Donc là, toutes ces phrases vous permettent de voir un petit peu de quoi il s'agit. On vous parle d'eau souterraine, on vous parle de lacs, etc., d'eau en surface. Donc ça vous permet déjà de savoir un petit peu de quoi il s'agit. On se doute qu'on va commencer à gérer des choses, mais on n'a pas encore assez de précision pour pouvoir vraiment démarrer. Alors, le sujet commence vraiment maintenant, en fait. C'est à partir de là qu'on va vraiment vous donner des informations que vous allez pouvoir modéliser. Chaque captage, que ce soit un pompage ou un forage, géré par le SEG est caractérisé par un code, un nom, un débit maximal exprimé en mètres cubes d'eau capté par heure d'exploitation. Donc là déjà clairement, on démarre sur quelque chose de précis, on vous explique qu'on va gérer des captages, donc c'est parti pour captage, une entité captage. Et on vous donne tout de suite des informations à mettre dans captage, puisqu'on vous parle du code, du nom et du débit maximal. Donc on va tout de suite mettre un ID captage, ou un code, vous mettez ce que vous voulez, en identifiant. Voilà. Ensuite, on va mettre le nom, et on nous parle donc de débit max. Voilà en ce qui concerne les informations qu'on nous demande de mémoriser. S'il s'agit d'un pompage, il est nécessaire de connaître la nature de la réserve d'eau exploitée, donc rivière, lac ou fleuve. Pour les forages, les données importantes à retenir sont la profondeur et le diamètre. Donc là, vous voyez bien qu'au niveau des captages, on en avait parlé déjà au-dessus, il y a deux types de captage, pompage ou forage, et avec des informations à mémoriser différentes. Donc on vous incite à faire un héritage sur captage pour pouvoir mémoriser les informations qui sont spécifiques au pompage et les informations qui sont spécifiques au forage. Donc on va faire deux entités phi et on va faire un héritage sur captage avec le lien sur pompage et sur forage. Alors, je vais tout de suite mettre dans pompage les informations spécifiques. Alors on nous parle de la nature de la réserve d'eau, rivière, lac ou fleuve. Alors on pourrait très bien faire une entité nature séparée de pompage et faire du coup une dépendance fonctionnelle de pompage vers nature. Ça me paraît même très logique puisqu'on nous donne une liste de nature précise, où vous pouvez mettre la nature directement en attribut. Alors là, on va simplifier, on va le mettre dans pompage. Personnellement, je serais plus parti sur une entité nature pour pouvoir recenser les différentes natures et faire une dépendance fonctionnelle de pompage vers nature. Ensuite, au niveau du forage, alors, on nous donne aussi des informations spécifiques pour le forage. Donc là, on dit que les données importantes à retenir sont la profondeur et le diamètre. Donc on va mémoriser profondeur et diamètre. Voilà donc en ce qui concerne le forage. Alors, je laisse XT ici. Alors cette fois-ci, j'explique un peu au niveau de la contrainte. Ici, on a une contrainte de partition.
qui se symbolise soit par un plus, soit par x et t, qui représentent l'exclusion et la totalité. Alors, l'exclusion et la totalité, ou la partition, hein, qui réunit les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un captage est soit un pompage, soit un forage. Il ne peut pas être les deux à la fois, effectivement, et il ne peut pas être autre chose. Hein. Il n'y a pas d'autre type de captage que pompage ou forage. D'où la contrainte de partition. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez différentes contraintes, la totalité, l'exclusion, la partition, ou pas de contrainte. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas mis de contrainte, mais là, c'est pour vous expliquer donc le principe de cette contrainte. Si j'avais mis une contrainte de totalité, juste le T, ça voudrait dire que un captage, c'est un pompage ou un forage, ou les deux à la fois, mais pas autre chose. C'est-à-dire que tout ça représente la totalité des captages. Et si j'avais mis que le X, que l'exclusivité, que l'exclusion, ça voudrait dire que si c'est un pompage, ça peut pas être un forage, si c'est un forage, ça peut pas être un pompage, mais qu'il existe d'autres types de captage. Donc le fait de mettre les deux, de mettre la partition, veut bien dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre, ça peut pas être les deux, et ça peut pas être autre chose. Alors je profite pour vous montrer une autre notion aussi, c'est la transposition vers le modèle logique, c'est-à-dire vers la base de données. Alors, pour une raison que j'ignore, WinDesign met par défaut la duplication complète du contenu du surtype dans les sous-types. C'est-à-dire qu'il considère que quand on passe à la base de données, on aura 3 tables et les 2 tables phi contiendront aussi les attributs de la table mère. C'est-à-dire qu'on va dupliquer le nom et le débit max dans pompage et dans forage. C'est la solution la moins performante, on va dire. Enfin, en tout cas, la moins utilisée. Normalement, c'est la première solution qu'on utilise, c'est la solution par défaut, c'est-à-dire qu'on duplique juste l'identifiant. En dupliquant l'identifiant, qu'est-ce qu'on obtient? Un pompage, il y aura juste l'idée du captage dedans et la nature. Et grâce à l'idée du captage, on va pouvoir retrouver le nom et le débit du captage correspondant. Les autres solutions, mais ça, ce sont des choix qu'on fait au niveau logique et pas évidemment au niveau conceptuel, c'est soit on supprime le surtype et on migre tout vers les sous-types, donc du coup il n'y aurait plus d'identité captage, donc plus de table captage plutôt. Ça c'est valable quand l'entité mère est quasiment pas utilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien autour d'elle. Soit on prend l'autre option qui est plus courante, c'est-à-dire que quand les entités phi ont juste 1 ou 2 attributs et n'ont aucun lien, souvent on décide de supprimer les sous-types et de tout migrer le contenu vers le surtype parce que ça ne sert pas à grand chose, c'est quand même assez lourd à gérer un héritage, donc ça ne sert pas à grand chose de garder des tables phi, enfin qui vont alourdir un petit peu la base de données. Donc par défaut, c'est plutôt cette option. Une fois que le schéma est terminé, on peut décider de faire d'autres choix stratégiques pour le passage de la base de données. Voilà, donc là c'était pour vous expliquer un peu plus ce point-là que je n'avais pas trop abordé jusqu'à maintenant, pas détaillé jusqu'à maintenant. Ok, donc on va pouvoir continuer. Ensuite, on nous dit le débit effectif d'un captage dépend évidemment de la pluviométrie. Pour chaque captage, on retient le débit moyen observé en fonction du mois de l'année, donc en janvier, février, mars, etc. Suivant les mois de l'année, on n'a pas la même pluviométrie, ce qui permet de prévoir d'éventuels problèmes d'alimentation en eau. Donc ce qu'on nous demande, c'est de mémoriser pour chaque captage et pour chaque mois de l'année le débit moyen de pluviométrie. Alors comment on va faire ça? Eh bien logiquement on devrait faire une entité mois et une association entre captage et mois pour pouvoir mémoriser le débit moyen. Mais on peut tout de suite le faire sous forme de Memorise 2 puisque on sait que l'entité mois ne va pas donner une table mois, on ne va pas mémoriser les mois dans une table. Donc on peut tout de suite transformer l'association qu'on aurait appelée par exemple débit captage. Alors débit captage et qui aurait porté donc l'attribut débit moyen, mais on peut le faire sous forme donc de lien relatif en mettant justement le mois en identifiant et en mettant le débit moyen, donc suivant le mois
on va avoir un débit moyen, et là, on va faire un lien relatif de débit captage vers captage. Donc là, c'est une dépendance fonctionnelle. Et je vais mettre un lien relatif ici, donc en lui précisant, je vais y arriver, voilà, en lui précisant que c'est un identifiant relatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que l'identifiant de débit captage, c'est l'id captage plus le mois. Un id captage et un mois précis me permet de mémoriser un débit moyen pour ce mois-là, pour ce captage. Donc le captage, par exemple, C24, pour le mois de janvier, aura un débit de temps, quoi. Donc on va mémoriser les débits par mois et par captage. Donc je vous rappelle que c'est la représentation Meurice 2, qu'on aurait pu très bien faire une entité mois, une association entre captage et mois pour pouvoir mémoriser le débit moyen. Ça donne la même chose au niveau de la base de données. Voilà, donc on a géré cette partie-là, on va pouvoir passer à celle-ci. Chaque captage sert à l'alimentation de plusieurs réservoirs dont la fonction est le stockage de l'eau est distribuée. Un réservoir a une capacité maximale, il est soit enterré, soit aérien, château d'eau. Un réservoir enterré est muni d'un groupe de suppression permettant d'envoyer l'eau sous pression dans les canalisations servant à la distribution. Ce groupe de suppression est caractérisé par un débit maximal en mètres cubes par seconde. Et après, on nous donne des indications sur les châteaux d'eau. Donc, commençons tout de suite par gérer des réservoirs. On a compris qu'il fallait gérer des réservoirs et que on a plusieurs réservoirs et chaque captage sert à alimenter plusieurs réservoirs. Donc on peut déjà tout de suite faire une entité réservoir. Alors réservoir. Alors on a compris que un captage sert à alimenter plusieurs réservoirs. Par contre, on ne sait pas si un réservoir est alimenté par un seul ou plusieurs captages. Alors on peut tout de suite partir sur une association, on verra bien si cette association si on la garde en l'état ou non. Donc je vais l'appeler pour le moment réservoir, ou plutôt alimentation. Et on verra après, effectivement, si on la garde sous forme d'association ou sous forme de dépendance fonctionnelle. On n'a pas encore d'informations assez précises à ce niveau-là. Par contre, au niveau du réservoir, alors on va lui mettre un ID. Au niveau de l'identifiant. Et puis, on nous dit quoi? Donc, un réservoir a une capacité maximale. Donc ça, on va tout de suite l'enregistrer en attribut. Ensuite, on nous parle, alors, voilà. Ensuite, on nous explique que un réservoir enterré, donc on parle de réservoir enterré, est muni d'un groupe de suppression permettant d'envoyer l'eau sous pression, etc. Et ensuite, on nous parle d'un autre type de réservoir, un château d'eau. Donc, cette fois-ci, on a affaire à qui nécessite un groupe de suppression car il est construit en hauteur. Donc on a soit des réservoirs enterrés, soit des réservoirs de type château d'eau, donc soit enterrés, soit aériens. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a des informations différentes. Donc on nous incite encore une fois à faire un héritage entre les réservoirs enterrés et les réservoirs aériens. Donc on va faire une entité phi qu'on va appeler enterré. Et une autre qu'on va appeler aérien. Et les deux vont hériter de réservoirs. Donc on va faire un héritage. Alors là aussi, on a affaire très nettement à une partition, parce qu'un réservoir, il est soit enterré, soit aérien. Il ne peut pas être les deux à la fois et il ne peut pas être autre chose. Donc on va commencer tout de suite par enterrer, puisque c'est là qu'on commence à nous donner des informations. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Un réservoir enterré est muni d'un groupe de suppression
permettant d'envoyer l'eau sous pression dans les canalisations servant à la distribution. Ce groupe de suppression est caractérisé par un débit maximal en mètres cubes par seconde. Donc en fait, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on veut mémoriser? C'est juste ce débit maximal. Alors on pourrait faire une entité groupe de suppression. Est-ce que c'est vraiment intéressant dans ce cas-là? En tout cas, nous, ce qu'on veut mémoriser, hein, ce que le sujet préconise, c'est de mémoriser le débit max. Donc c'est tout ce qu'on va mémoriser pour le moment. Et ensuite, pour les châteaux d'eau, donc pour les réservoirs aériens, qu'est-ce qu'on nous dit? Un château d'eau ne nécessite pas de groupe de suppression car il est construit sur une hauteur, ce qui permet à l'eau de s'écouler naturellement dans les canalisations de distribution. Des pompes permettent d'alimenter le château d'eau. Elles se mettent automatiquement en service lorsque l'eau atteint la hauteur minimale prévue et s'arrête lorsqu'elle atteint la hauteur maximale prévue pour le château d'eau. Outre les hauteurs minimales et maximales, il est important de connaître le temps nécessaire au remplissage d'un château d'eau et la pression de l'eau obtenue en sortie au pied de l'édifice. Donc là, on nous dit clairement ce qu'il faut mémoriser. On doit mémoriser l'hauteur minimale, l'hauteur maximale. On doit mémoriser le temps de remplissage et la pression de l'eau obtenue au pied de l'édifice. Donc on a 4 attributs à mémoriser. Donc c'est parti. Donc on a la hauteur min et la hauteur max à mémoriser. On a le temps de remplissage. Et on a alors le dernier c'est quoi? C'est la pression de l'eau, donc pression obtenue, donc voilà. Donc voilà nos 4 attributs. Et voilà en ce qui concerne tout ce qui est réservoir. On a juste un doute par rapport au lien entre réservoir et captage. On va voir si on nous donne plus d'informations. Alors, on nous envoie enfin vers une annexe qui présente un extrait de la liste des réservoirs gérés par CEG. Alors, voyons un petit peu à quoi ressemble l'annexe. La voilà. Donc, on a 3 réservoirs qui sont montrés en annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? À chaque fois, on a un code, donc un identifiant et un nom de réservoir. Donc, ça, on l'a, identifiant et le nom. On a le type, qui est soit château d'eau, soit réservoir enterré, et ça, on l'a par l'héritage, hein, puisque on est capable donc de savoir si c'est un réservoir enterré ou aérien. On a le captage principal et des captages de secours. Ah, alors là, pour le coup, on a des précisions au niveau des captages. Donc on savait qu'un captage servait à alimenter plusieurs réservoirs. Le doute qu'on avait, c'était au niveau de cette cardinalité. Alors maintenant, on sait qu'il y a un captage principal, donc pour un réservoir, on a un seul captage principal, on va pouvoir faire une dépendance fonctionnelle pour avoir le captage principal du réservoir. Donc là, on va le mettre en dépendance fonctionnelle et on va mettre une cardinalité 1,1. Un réservoir n'a qu'un captage principal. On va même pouvoir préciser que c'est un captage principal pour que ce soit plus clair. Donc au niveau d'affichage, je vais demander d'afficher le libellé. Donc sur votre copie, hein, si vous avez un devoir à faire donc à l'examen, vous pouvez effectivement, si vous représentez les dépendances fonctionnelles sous forme de petits ronds au lieu de les représenter sous forme d'association, vous pouvez rajouter un petit mot comme ça à côté pour pouvoir préciser le rôle, surtout quand vous avez une dépendance fonctionnelle plus une association. Et là, on a effectivement une association pour les captages de secours. Du coup, je préfère l'appeler secours. Pour que ce soit plus clair que alimentation, puisqu'on a très nettement un captage principal et des captages de secours. Alors comment ça marche? Pour le captage principal, on n'a pas plus d'informations, hein. On le voit bien dans les 3 exemples. Par contre, pour les captages de secours, on a une remarque en cas de recours au captage de secours. Donc cette remarque, eh bien, il va falloir la mettre directement dans l'association. Donc là, je vais mettre la remarque. Et ensuite, on a le technicien responsable. Donc apparemment, à chaque fois qu'un captage de secours est mis en route, il y a un technicien. Alors, est-ce que c'est toujours le même technicien pour chaque captage? Bien, regardons les exemples. Là, pour le captage C08, c'est le technicien T07. Mais on retrouve le captage C08, cette fois-ci avec un autre technicien. Donc,
Le technicien responsable de la mise en route du captage de secours ne dépend pas du captage, mais dépend du captage et du réservoir. Ça veut dire que je devrais mettre le technicien dans secours, hein, c'est-à-dire puisque ça dépend du captage et du réservoir. Or, on voit bien qu'on retrouve régulièrement les mêmes techniciens, donc on a envie de faire une entité technicien pour pouvoir mémoriser les informations des techniciens, donc c'est ce qu'on va faire. Dans technicien, on voit bien qu'on a au moins un identifiant du technicien. Et puis on a son nom et son prénom. Donc nom, prénom. Et là, pour une mise en route d'un captage de secours sur un réservoir, il n'y a qu'un technicien. Donc là, j'ai envie de faire une dépendance fonctionnelle qui va de secours vers technicien. Alors sur feuille, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez faire un petit rond qui part de secours vers technicien avec une cardinalité 1,1 du côté de secours. Sous WinDesign, il interdit de faire une association sur une association. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, puisque sous Meurice 2 maintenant on peut le faire. Hein, donc on considère que secours est une pseudo-entité et on peut ainsi faire une dépendance fonctionnelle qui va vers secours. Du coup, sous WinDesign, je suis obligé de transformer secours justement en entité. Donc je vais lui demander de modifier secours et de le transformer en entité. Donc là je prends transformer en entité. Et là, regardez ce qu'il a fait. Il l'a pas transformé en petit rond, hein, mais il a fait deux liens relatifs. Alors, je vais tout de suite demander que ce soit des dépendances fonctionnelles pour que ce soit plus lisible, plus visible. Voilà, donc là, pareil ici. Donc, dépendance fonctionnelle. Et là, donc, on voit nettement mieux que secours, en fait ça reste une association, hein, puisque vous remarquez que j'ai même pas d'identifiant là-dedans, mais j'ai deux liens relatifs. Ça veut dire que les identifiants de secours, c'est bien ID réservoir et ID captage. Donc c'est juste une modification de représentation, mais on se retrouve bien finalement ici avec une association. Mais du coup, comme il l'a transformé en pseudo-entité, et bien à partir de là, je peux du coup faire une dépendance fonctionnelle qui va vers technicien. Donc là, je lui demande une dépendance fonctionnelle. Et je vais mettre une cardinalité 1,1. Alors, on va descendre ça un petit peu pour que ce soit plus lisible. Et je vais demander une cardinalité 1,1 de ce côté-là. Donc, une cardinalité 1,1, voilà. Donc je résume, le secours qui est en réalité une association qui a été transformée en pseudo-entité représente bien l'association entre réservoir et captage. Donc pour un réservoir et pour un captage, j'ai une seule remarque qu'on retrouve ici dans le tableau et j'ai un seul technicien qui met en route ce réservoir pour ce captage pour ce réservoir, pardon. Donc j'ai bien une dépendance fonctionnelle là qui va vers technicien. Voilà comment on pouvait résoudre ce problème-là. On en a terminé avec cette annexe, on va pouvoir revenir au sujet. Alors pour garantir la conformité de services de distribution d'eau potable, chaque réservoir est donc relié à un ou plusieurs captages de secours pour le cas où le captage principal devrait être interrompu. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, hein. On a fait cette association secours entre réservoir et captage. Ils nous disent entre 1 et plusieurs. Donc ça suppose que de ce côté-là, je devrais plutôt mettre une cardinalité 1n pour dire qu'il y a au moins un réservoir de secours. La mise en service et la connexion d'un réservoir à l'un de ces captages de secours est sous la responsabilité d'un technicien dont il faut connaître le matricule, le nom, le prénom et le numéro de téléphone mobile. Donc ça, on a bien l'identifiant, le nom, prénom. Par contre, il nous manque le téléphone. Donc on va rajouter. Voilà. Ensuite, la production d'eau est soumise à des normes de qualité très exigeantes. Pour respecter ces normes, l'eau brute doit passer par des traitements sophistiqués.
Le SEG effectue fréquemment des analyses de l'eau en collaboration avec un laboratoire indépendant. Ces analyses sont réalisées d'une part au niveau des captages, d'autre part au niveau des réservoirs. Elles permettent de vérifier que l'eau respecte bien les critères de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Bon, on a compris qu'on va devoir gérer des analyses. On n'a pas encore vraiment de détails là-dessus, à part qu'on sait que ça va être soit sur des captages, soit sur des réservoirs. En continuons pour voir si on a d'autres précisions. 2 critères de qualité biologique sont impératifs. On ne tolère la présence d'aucune bactérie de type Escherichia coli, ni aucun entérocoque dans l'eau. En ce qui concerne les substances chimiques et les métaux, arsenic, cadmium, cyanure, mercure, plomb, la réglementation fixe pour chacun d'entre eux une concentration maximale à ne pas dépasser, exprimée en microgrammes par litre. Il est nécessaire de mémoriser les résultats obtenus à chaque analyse. Bon, ben là, on nous dit clairement qu'il faut mémoriser les analyses. Alors, c'est parti pour les analyses. Donc, on va faire une entité analyse. Alors, en ce qui concerne l'analyse, ce dont on se doute, c'est qu'il faut au moins mémoriser sa date. Donc, on va mettre déjà un ID analyse en identifiant et on va mémoriser la date. Alors je ne mets pas la date en identifiant, plus parce que on ne sait jamais, il peut y avoir plusieurs analyses le même jour. Alors ça pourrait être une date heure, bon, pourquoi pas, hein, on pourrait imaginer une date heure, un date time en identifiant, ça marcherait aussi très bien. Alors une analyse, on nous dit bien dans le sujet qu'elle est soit sur un captage, soit sur un réservoir. Évidemment, il faut savoir lequel. Donc je ne peux pas faire une dépendance fonctionnelle classique vers captage et vers réservoir, puisque ce n'est pas les deux en même temps. Donc soit je fais un héritage sur analyse pour distinguer si c'est une analyse captage ou une analyse réservoir, et ça marche très bien. Soit je voudrais vous montrer une autre solution. L'autre solution, c'est de faire une dépendance fonctionnelle, mais un peu particulière. Alors je vais tout de suite faire les deux liens. Je vais tout de suite les transformer en dépendance fonctionnelle. Pour celle-là et pour celle-là. Et ce que je peux préciser, c'est que l'analyse, elle est soit sur un captage, soit sur un réservoir, c'est-à-dire que elle est soit sur 0 ou 1 captage. Donc au lieu de mettre une cardinalité 1,1, je vais mettre une cardinalité 0,1. Pareil pour réservoir. Donc je mets 0,1. Donc soit elle est captage, et à ce moment-là, la clé étrangère ID captage qui sera dans l'analyse sera renseignée, et à ce moment-là, la clé étrangère côté réservoir ne sera pas renseignée, ou elle est sur un réservoir et c'est le contraire, c'est-à-dire que la clé étrangère dans l'analyse de ID réservoir sera renseignée, mais pas celle d'ID captage. Et là, je peux utiliser une contrainte pour pouvoir préciser que c'est soit l'un, soit l'autre, et que ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc là, je vais faire une contrainte interrelation. Alors par défaut, il met une contrainte d'exclusion. On peut faire d'autres contraintes, totalité, partition, simultanéité, inclusion, etc. Là, c'est bien l'exclusion qui m'intéresse. Donc je vais faire les liens sur les associations correspondantes. Alors, que signifie cette contrainte? Eh bien, exactement ce que... Alors, avec un pivot sur analyse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une analyse, soit ce côté va être renseigné, soit ce côté va être renseigné. Mais pas les deux en même temps, puisqu'il y a exclusion. Or, ce côté, c'est traduit par une clé étrangère ID captage dans l'analyse. Et cette association, ce côté-là, est traduit aussi par une clé étrangère ID réservoir dans l'analyse. Donc cette contrainte d'exclusion est en train de me dire que si j'ai ID captage dans l'analyse qui est renseigné, il n'y aura pas ID réservoir, et vice-versa. Donc c'est l'un ou l'autre, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Voilà, donc en ce qui concerne, donc du coup on a détaillé un petit peu la notion de contrainte
sur héritage et là de contrainte sur association. Donc c'était intéressant de voir ces deux aspects. Mais je vous rappelle que si vous aviez fait un héritage sur analyse, ça marchait très bien. Bon, maintenant il faut qu'on mémorise les résultats des analyses par rapport aux différentes substances. Alors commençons par les substances chimiques. Donc on va faire tout de suite une entité substance. Donc substance. Dans cette entité, je vais mettre au moins le nom, enfin un identifiant bien sûr, donc ID substance. En identifiant, je vais mettre le nom de la substance. Et puis on nous dit que la réglementation fixe pour chacun d'entre eux une concentration maximale. Donc je vais mettre tout de suite concentration max. Et du coup, si je fais une association entre analyse et substance pour avoir les différentes mesures, dans cette association, je vais pouvoir mettre le résultat de la mesure. Donc, résultat. Voilà. Donc là, j'ai réglé ce problème-là. Hein. Donc si on a affaire à des substances chimiques ou métaux, donc on a les noms des différentes substances, alors, aucune importance que ce soit chimique ou métaux, pas de raison de les distinguer, puisqu'ils ont tous une concentration maximale. Donc je mémorise la concentration maximale, et du coup, lors d'une analyse, je vais avoir une liste de substances qui auront été analysées, à chaque fois le résultat correspondant. Il suffira de comparer le résultat à la concentration max pour voir si l'analyse est bonne ou pas bonne. Bon, il nous reste le problème de ces deux substances extrêmement graves où, pour le coup, il ne faut surtout pas qu'il y ait la moindre trace dans l'eau. Hein, pour le Escherichia coli et l'entérocoque. Alors là, il y a deux solutions. Soit on rajoute 2 boulets dans l'analyse, pour ces deux substances, donc qui seront à vrai ou à faux, c'est-à-dire à partir du moment où c'est présent, eh bien il y a un problème et l'analyse n'est pas bonne. Donc 2 booléens marchent très bien dans l'analyse. Soit on considère que ces substances font partie de toutes les substances, pourquoi pas, elles ont un nom, et puis il suffira de mettre leur concentration max à 0. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le résultat donne une valeur qui n'est pas 0, eh bien, on est dans l'erreur. Donc, je vais laisser sous cette forme-là, pourquoi pas, mais vous avez compris que les deux formes fonctionnent tout à fait correctement. Alors, j'ai fini pour ce sujet, je vais juste aller un petit peu plus loin. Je vous avais montré la traduction là, des XT. Alors, je reviens sur la traduction du modèle logique. Donc, si je vais dans transformation modèle logique, tout à l'heure, j'avais choisi de dupliquer l'identifiant du surtype dans le sous-type. Là, pour cette solution, juste pour vous montrer une autre variante, je vais décider de supprimer les sous-types avec migration de leur contenu dans le surtype. Donc j'ai fait 2 choix différents. Alors, dans ce cas précis de sujet, ça serait plus logique à chaque fois de supprimer de toute façon les sous-types puisqu'ils sont reliés à rien et ils ne contiennent pas grand-chose. Donc pourquoi pas tout migrer à chaque fois vers la mer. Mais là je vous ai mis 2 solutions différentes juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau du modèle logique. Donc je vais générer, chose que j'oublie à chaque fois de faire, le modèle logique. Alors je vais au-delà d'un sujet classique, c'est-à-dire qu'à l'examen on ne vous demande pas de faire ces choix stratégiques, ou en tout cas ce seraient des questions séparées. Mais quand on vous demande de faire de la conception, ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant suffit au niveau de la conception. Donc là, je vais générer le modèle logique et je vais obtenir donc ceci. Alors évidemment, il y a des choses qui sont un peu les uns sur les autres. Et là, remarquez bien, on a bien notre héritage sur captage où on retrouve juste l'idée captage qui a été recopié, et on a dans pompage on n'a que nature, et dans forage on a profondeur, diamètre, mais on ne retrouve pas le nom et le débit max à l'intérieur des entités phi, puisqu'on a demandé que juste l'identifiant soit copié. Par contre dans réservoir, vous avez vu qu'on avait fait le choix stratégique de supprimer les entités phi, du coup on retrouve tout
dans l'entité mère. Et entre autres, on retrouve donc capacité max, mais aussi débit max, hauteur max, hauteur min, hauteur max. Donc toutes les informations qui étaient aussi bien pour enterrer, puisqu'on avait le débit max dans enterrer, et puis les 4 autres étaient pour les réservoirs aériens. Donc tout a été copié dans la mer. Donc vous voyez, suivant les choix stratégiques, on peut décider que la base de données soit un petit peu différente par rapport au conceptuel. Alors, en ce qui concerne débit captage, remarquez bien, on avait fait un lien relatif et on avait mis mois en identifiant et un lien relatif sur captage. Donc, on retrouve bien en identifiant dans débit captage l'idée captage et le mois en plus, donc par rapport au lien relatif, et qui nous donne effectivement, pour un idée captage et un mois, ça nous donne un débit mois. Voilà, c'est terminé. Alors, non, une dernière remarque, vous avez mis une contrainte d'exclusion sur les analyses qui portaient soit sur un captage, soit sur un réservoir. Ce genre de contraintes sur association, et même sur héritage, les contraintes de partition qu'on a mis sur héritage, ne se traduisent pas directement par des modifications de tables ou d'attributs dans la base de données. Ça se traduit par des triggers. Donc ça, évidemment, c'est une notion que je n'aborderai pas ici et qui est abordée dans d'autres vidéos. Mais ça va se traduire au niveau de la programmation dans la base de données. Voilà, on en a terminé avec ce sujet. J'ai voulu aller un petit peu plus loin pour vous expliquer d'autres notions. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.